Merci Jean-Claude, merci pour cet accueil, merci d'être là. Je le dis très sincèrement, je suis très heureux d'être là et un peu ému, mais pour des raisons très personnelles. Donc je vais commencer par un trait autobiographique, tout simplement parce qu'il y a 30 ans, j'entrais dans l'éducation nationale et j'étais nommé à Cappelle-la-Grande, c'est un petit village, une ville près de Dunkerque. Et je ne suis pas originaire de là du tout, mais j'étais nommé là-bas. Et là-bas, j'ai rencontré une collègue qui était lyonnaise et qui connaissait le CEPEC et qui m'a présenté cet ouvrage-là que j'ai reproduit. Et c'est qui date de 83, moment donc où j'entrais en fait dans le métier. Et cet ouvrage a été formateur pour moi, vraiment formateur. C'est-à-dire que il a contribué à mon esprit critique, tout en m'aidant justement à travailler sur tout simplement la question de l'écrit au collège. Et c'est cette double dimension justement critique et pratique qui m'a fait apprécier le CEPEC. Donc je dois dire que je suis très heureux d'être là, avec cette idée qu'effectivement le CEPEC, pour moi, correspond à un lieu de recherche, de formation, de transmission tout à fait essentiel et dont j'ai bénéficié. Alors, je vais dire 2 mots sur cet ouvrage, justement, parce que je l'ai revu avec beaucoup de plaisir, en fait. Je crois que c'est un ouvrage qui avait à peu près tous les défauts des plans de formation de l'époque. Une certaine naturalisation des savoirs et des objets d'enseignement, une certaine croyance en l'effet intrinsèque de l'innovation sur l'enseignement et les apprentissages, une certaine propension à l'applicationnisme en vertu justement de la prise en compte des savoirs théoriques qui étaient disponibles à l'époque. Mais précisément, pour moi, ces défauts était l'envers des qualités considérables de l'ouvrage, qui obéissait à une réelle effervescence intellectuelle qu'on a bien connue à l'époque, enfin, qui était visible, palpable, et qui mêlait une évidente conviction qu'on pouvait changer l'école, les contenus d'enseignement, les pratiques d'enseignement, qui mêlait cette conviction, à une inventivité pédagogique et didactique, comme on commençait à dire à l'époque, mais également à une soif de connaissances théoriques qui était issue, très directement issue, des bouleversements théoriques des années 50-70. Et surtout, ce plan de formation, puisqu'il se présentait comme tel, ce plan de formation ne montrait pas les défauts des plans de formation officiels, qui ont encore la triste tendance à reporter sur l'enseignant la difficulté effective de la mise en place de certaines bonnes idées. Au contraire, l'ouvrage était fondé sur une certaine conception du métier d'enseignement et sur le respect de la pratique et des réalités de terrain. Et il montrait également une grande différence avec certaines propositions de l'époque qui, comme aujourd'hui d'ailleurs assez souvent, montrent une forme de dogmatisme fondée sur la bonne conscience et surtout sur l'évidence non interrogée. Voilà, ce sont ces qualités qu'on trouve rarement, que j'ai apprécié dans cet ouvrage et qui, d'une certaine manière, je le répète, est assez fondateur de ma pratique. Et ce sont ces qualités que j'ai retrouvées dans cet ouvrage. C'est pas rhétorique ce que je dis, c'est tout à fait sincère. J'ai vu dans cet ouvrage, 30 ans après, alors en même temps c'est plaisant parce que là du coup je suis cité, ça fait plaisir, ça c'est du coup il y a quelque chose de plutôt agréable et voilà. Je suis même cité en exergue de l'avant-propos, je veux dire une place de choix, donc je vous en remercie, mais donc il y a quelque chose également d'émouvant dans ce parcours-là, dans cette histoire personnelle, mais non mais je trouve que cet ouvrage, retrouve les qualités que j'avais trouvées il y a 30 ans. Et j'appréciais finalement la prise de risque qui consiste sur un objet complexe, à s'essayer, à débroussailler un cadre de référence un peu stable, j'emprunte l'expression
qui est donné à la page 13, mais en même temps avec une citation de Marcel Cressot sur l'explication de texte, qui date de 47, et qui est mise en exergue aussi là, de la première partie, et qui redit après et avant d'autres le rôle de la routine scolaire dans le déclin des bonnes idées, justement. Et voilà, je vois dans cette collusion-là, entre cette volonté de créer un cadre stable, mais en même temps une citation qui dit, bah oui, la stabilité, ça crée la routine. Je retrouve un peu cet esprit critique qui me plaisait bien. Et surtout, il y a justement la volonté de faire des propositions didactiques inscrites dans la prudence et dans la modestie. Pour moi, ce travail, je le dis tout simplement, parce que je le crois vraiment, combine, un peu comme vous le souhaitez avec les élèves, risque et sécurité. Vous dites ça à la page 8 à propos des élèves, et je pense que cet ouvrage prend des risques, puis en même temps, se donne les moyens d'une certaine sécurité didactique. Et puis, j'apprécie enfin la manière qui n'est pas si fréquente, justement, d'essayer de distinguer ce qui relève, enfin les savoirs qui relèvent de la recherche, de la formation, de l'enseignement et de l'apprentissage. C'est pas la même chose. On a tendance, les instructions officielles sont expertes là-dedans, à supposer que les élèves doivent de toute urgence apprendre les savoirs inventés la veille dans une officine théorique. Les programmes des années 2000 ont eu cette absurde volonté, finalement, de ne pas distinguer ce qui était le savoir pour l'apprentissage, ce que doivent apprendre les élèves, et les savoirs que l'enseignant doit avoir pour que les élèves apprennent autre chose. Bon. Et cet ouvrage-là crée cette distinction-là, le dit explicitement et le fait, en fait, et voilà, c'est les raisons pour lesquelles j'apprécie. Bon, voilà, j'ai voulu commencer, et là c'est une rhétorique facile, mais en même temps elle est sincère, la rhétorique peut être sincère. Et j'ai voulu commencer par cet hommage au CEPEC, qui est un hommage à la fois personnel et puis voilà, un peu collectif, puisque je crois que le CEPEC est reconnu par la communauté des didacticiens. Alors, je vais poursuivre cette introduction par une présentation plus personnelle, pour effectivement combler les manques criants de la présentation de Jean-Claude Molière, non, simplement pour dire d'où je parle. Comment je parle et pourquoi je parle. Du moins, pourquoi je crois parler. Je suis didacticien du français, en sciences de l'éducation, et je me situe à l'île 3 dans un espace de travail qui est celui de la recherche. J'appartiens à une université qui n'est pas en charge de la formation des enseignants. Je ne suis donc pas formateur, je suis chercheur, et pas formateur du tout. Et du coup, voilà, depuis maintenant 10 ans, puisqu'avant j'étais à l'IUFM, formateur d'enseignants, avant j'étais à la MAFPEN, enfin bon, j'ai été formateur avant d'être chercheur, il se trouve que j'ai combiné les deux à un moment, maintenant depuis 10 ans je suis chercheur dans une université qui ne forme pas les enseignants. C'est ni mieux ni moins bien, c'est une posture, et c'est un travail particulier que celui de chercheur, et cela m'amène justement à essayer de préciser le cadre de mon propos. En tant que didacticien, je cherche à étudier, définition minimale de la didactique, les contenus d'enseignement et d'apprentissage, à la fois dans les lieux de prescription, comme les programmes, dans les lieux de recommandation, comme par exemple les manuels ou les sites internet, et dans les situations scolaires, où interagissent justement ces contenus et les enseignants et les élèves. Et en tant que chercheur, je me refuse à envisager, moi, une quelconque prescription de pratique. Pour deux raisons. D'une part, précisément, il me semble de bonne méthode de ne pas confondre les espaces de travail, qui ont des contraintes propres. Par exemple, la temporalité de la recherche n'est pas celle de la pratique. À la fois, on peut dire les choses de différentes manières. Chercher, ça demande du temps, alors que la pratique, souvent, demande l'urgence. Mais inversement, la pratique, souvent, se nourrit du temps long, celui de l'expérience personnelle, mais celui de la tradition scolaire, très ancienne, alors que la recherche, parfois, obéit à des sortes de, bon, pas des modes, mais peut-être des courants théoriques
plutôt porteur à un certain moment. L'autre raison pour laquelle je ne veux pas confondre les choses, c'est que la pratique a affaire à la complexité d'un réel que par nécessité, la recherche doit découper. Une même situation de classe peut être appréhendée par des disciplines nombreuses, sociologie, psychologie, pédagogie, didactique, anthropologie, philosophie, etc. Ce que la recherche peut faire, c'est précisément éclairer un angle particulier de la réalité, alors que la pratique se doit d'œuvrer dans une prise en compte de la réalité dans toute sa complexité et dans tous les paramètres en question. Et puis, la raison pour laquelle je ne veux pas non plus confondre, et ça vous parlera, je crois, enfin, par rapport justement au projet d'une association comme le CEPEC, je pense que l'inventivité de la pratique est considérable. Et cette inventivité, elle est liée certes à des savoirs, mais elle est surtout liée à des convictions et à des engagements personnels, moteurs de l'inventivité que précisément la recherche tente à éviter. C'est ce qui me rend, comme chercheur, extrêmement modeste. Extrêmement modeste par rapport à la pratique et aux praticiens. J'étais enseignant de collège, j'ai été enseignant au lycée, j'ai été formateur d'enseignants, je suis chercheur. Et ben, c'est plus confortable d'être chercheur. Et j'ai adoré mon métier et j'ai d'enseignant et de formateur. Sans l'ombre d'un doute, je ne l'ai pas fui. Oui, c'est plus confortable d'être chercheur. Et donc, ça rend modeste. Et ma posture est assez simple. Je pense que s'il faut distinguer les lieux et les espaces de travail, il faut en revanche créer les conditions d'un dialogue. Ce que vous faites précisément, c'est le propre du CEPEC, qui est une association qui mêle justement et formation et recherche et enseignement, un peu comme la revue Recherche, qui est une revue à laquelle je tiens beaucoup, une revue Recherche qui est éditée à Lille, à laquelle j'appartiens, et qui est une revue qui justement n'est pas une revue scientifique, qui ne se veut pas scientifique, précisément parce qu'elle veut mêler l'ensemble des acteurs. Donc il y a des enseignants, il y a des formateurs, il y a des chercheurs qui écrivent dans cette revue. Donc il y a des articles scientifiques dans cette revue, mais ça n'est pas une revue scientifique parce qu'elle laisse justement la possibilité d'un dialogue avec des gens qui ne sont pas patentés chercheurs. Donc je tiens beaucoup à ce dialogue, mais le dialogue pour moi n'est possible que si précisément les espaces de travail sont clairement délimités et si on sait ce qu'on fait. Donc en tant que chercheur, en ce qui me concerne, je me refuse à prescrire ou même à conseiller la bonne pratique. Et donc ce que je vais proposer là, c'est une réflexion personnelle, très personnelle, qui d'ailleurs aurait également une petite dimension autobiographique, excusez-moi, mais c'est simplement que je vais revenir sur des travaux passés. Parce que voilà, ça fait quelques années que je travaille sur ces choses-là, que je réfléchis à ça, que récemment, finalement, je fais beaucoup de recherches sur la lecture littéraire, même sur la littérature. J'ai même parfois un peu de mal à me rappeler ce que c'est, mais enfin, si vous voulez, je me suis plutôt replongé dans mes écrits antérieurs, et puis dans les écrits, évidemment, de collègues actuels, hein, mais il y a une dimension un peu personnelle, et cette réflexion que je vais vous proposer ne vise pas à faire le tour de la question, mais en revanche, je crois, peut engager des débats et des réflexions. Donc à chacun de s'emparer ou non des éléments de réflexion que je vais proposer, en mettant l'accent, vous le verrez, et bon, ceux qui m'ont lu le savent, en mettant plutôt l'accent sur ce qui est source de tension plutôt que sur ce qui fait consensus. Ce qui est pour moi le meilleur moyen de ne pas s'endormir et justement de créer le débat. Donc tout ce que je vais dire est sujet à contestation, débat, discussion. Et même, tout à l'heure je disais, pourquoi pas pugilat, mais pourvu qu'il y ait un verre pour clore la chose. Alors voilà, comment je vais faire? Je vais commencer par un petit retour rapide sur la lecture littéraire telle qu'elle est vue par les didactiques. Je pense que je dirais pas grand-chose de nouveau, mais voilà, ça peut établir un peu une certaine vision des choses. Ensuite, j'entrerai dans une perspective critique, en essayant justement de montrer que la question de la lecture littéraire reste, malgré les apparences, en débat. Et puis, je m'interrogerai finalement sur le sujet que le cours de français doit assujettir. Sujet lecteur, peut-être, le sujet didactique. C'est cette question que je terminerai, en interrogeant justement ce que la discipline de français a de spécifique.
dans la constitution du sujet. Voilà. Donc commençons par un petit retour rapide sur l'histoire de la didactique de la lecture littéraire. Je commencerai par une citation d'Alain Viala. Vous savez, Alain Viala, c'est celui qui a participé au programme de 2002 et qui s'est pris quelques tomates sur la tête. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Pour Viala, qui est un théoricien de la littérature, l'enseignement de la littérature à laquelle il s'est intéressé, parce que précisément la littérature, c'est assez typiquement un objet qu'on enseigne, on le sait depuis la boutade de Barthes, mais en même temps c'est un fait, c'est-à-dire que la littérature finalement se constitue dans une logique d'enseignement. L'enseignement de la littérature n'est rien d'autre, dit-il, que celui de la lecture. Enseigner la littérature, dit-il, c'est codifier la façon de lire les œuvres, définir des modèles et compétences de lecture tenus pour nécessaires et pertinents, donner des normes à la rhétorique du lecteur. Pour Viala, la rhétorique du lecteur finalement obéit à peu près aux mêmes règles que la rhétorique de l'écriture. Michel Charles, que j'évoquerai tout à l'heure, parlait de rhétorique de la lecture. C'est intéressant, finalement, on est bien dans une affaire de normes codifiées de l'approche des textes. Ces normes concourent à l'établissement d'un certain type de rapport au texte littéraire, fondé sur ce qu'on peut appeler finalement le principe d'exigence dans la lecture des textes, qu'ils soient ou non littéraires du reste. Puis entre nous ça dit, que sait-on de la littérature? On y reviendra, mais de toute façon ça reste quand même une question un peu cruciale. Que sait-on de la littérature? Qu'est-ce que la littérature? C'est pas une question que je poserai. Mais quand on dit toujours que justement la lecture littéraire concerne des textes qui ne sont pas que littéraires, on ne fait dire qu'une chose. C'est que les textes dits littéraires ont varié selon les époques et que très exactement un Bossuet, fait incontestablement partie de la littérature, dans le corpus tel qu'il est traditionnellement et classiquement construit dans les classes, un Bossuet n'aurait plus sa place dans la littérature. Bon, on le sait bien. C'est-à-dire que la conception romantique de la littérature l'a emporté et a jeté tout ce qui était précisément profération de la parole, qui était au contraire le propre de la littérature classique. Cette distinction-là entre, cette différence de perception même de la littérature, de conception même de la littérature, fait que quand on parle du texte littéraire, il est bien normal de dire de quoi on parle, en fait. Sauf à dire que Bossuet écrivait bien, c'est quand même moyen des choses, mais reconnaissez que c'est pas pour ça qu'il est dans nos classiques. Ouais. Alors, je sais pas, il faut pas que je m'emballe. Il faut pas, parce que c'était pas prévu. Donc, je vais rester quand même dans mon objet, parce que Bossuet n'était pas du tout, convoqué dans ma réflexion. Donc revenons à notre affaire de rapport au texte littéraire, justement. Vous avez compris, dans le lien que précisément la lecture littéraire établit entre la littérarité comme on va dire, caractéristique du texte et la lecture. Un des premiers à l'avoir pensé, ce lien entre littérarité et lecture, c'est Michael Riffater, qui, dans Sémiotique de la poésie, essayait de faire une distinction entre sens et signifiance. Pour lui, le sens, c'est l'information fournie par le texte au niveau mimétique. Il ajoute, du point de vue du sens, le texte est une succession linéaire d'unités d'information. C'est n'importe quoi. Hein. On est bien d'accord que ça ne tient évidemment pas la route. Ça ne peut pas tenir la route. Il n'existe pas de sens. Qui soit une succession linéaire d'unités d'information. Il n'y a pas en discours d'unité d'information. Ça n'a à peu près aucun sens. Mais je le dirai toujours, parce que Riffater est quand même loin d'être un sot, ce qui est intéressant dans ces propositions-là, même si elles sont dénuées de sens, même si elles sont facilement contestables, elles sont intéressantes parce qu'elles aident justement à dépasser parfois certaines conceptions classiques qu'on pouvait avoir à l'époque, notamment du sens. Donc ça reste intéressant. Mais je dis tout de suite que évidemment, je ne veux pas défendre ce point de vue. Je rappelle simplement un peu quelques étapes. Et je les mettrai en cause tout à l'heure, mais je répète, pas du tout en surplomb. Simplement pour dire que je pense qu'on n'a pas intérêt à se laisser enfermer dans ce type de dichotomie. Donc, sens d'un côté, signifiance de l'autre, disait-il. Alors la signifiance apparaît
dit Riffater, lors de la lecture rétroactive, lorsque le lecteur se rend compte que la représentation, ou mimésis, se réfère en fait à un contenu qui demanderait une toute autre représentation dans la langue non littéraire. Bon, alors on voit bien, d'ailleurs, encore une coupure entre littéraire, non littéraire, entre langue littéraire, non littéraire, on y reviendra. Et on voit bien encore ce travail, justement, de distinction qui est suggéré entre deux comportements de lecture. Et Riffater le dit lui-même, il faut distinguer deux niveaux. Et il parle aussi de phase de la lecture, puisqu'avant d'en arriver à la signifiance, le lecteur doit passer par la mimésis. Alors, une première lecture, dit Riffater, appelée heuristique, fondée sur une compétence linguistique, je le cite, permet de saisir le sens, et une deuxième lecture, herméneutique, qui est liée à une compétence littéraire, fait accéder à la signifiance. Bon, alors, on a des dichotomies très nettes, et c'est précisément comme ça que je construis mon propos en récupérant un article que je citerai tout à l'heure. Donc ces deux types de lecture, on le voit bien, fondés l'une sur la compétence linguistique, l'autre sur la compétence littéraire, sont à la fois de nature différente, mais en même temps sont successives dans le temps, pour Riffater. On trouve la même chose chez Umberto Eco. À peu près au début des années 90, dans les limites de l'interprétation, Eco établissait une différence entre une interprétation sémantique, ou sémiosique, et une interprétation critique, ou sémiotique. L'interprétation sémantique ou sémiosique est le résultat du processus par lequel le destinataire, face à la manifestation linéaire du texte, la remplit de sens. L'interprétation critique ou sémiotique, en revanche, c'est d'expliquer pour quelles raisons structurales le texte peut produire ces interprétations sémantiques, ou d'autres alternatives. Et donc là encore, ces deux interprétations pour Eco peuvent être, bon, elles sont différentes par nature, mais elles peuvent être également successives. C'est le cas précisément lorsque le texte se construit sur la possibilité de ces deux interprétations, le texte s'amusant avec le lecteur finalement pour lui faire croire quelque chose, en fait l'obliger à récupérer une autre lecture qui se veut sémiotique, autrement dit plus riche évidemment. Bon, il y a pas mal de concordance entre ces conceptions du texte et de la lecture, même si c'est des présupposés théoriques différents, et ce qui m'intéresse dans ces extraits qui sont cités dans l'ouvrage, parce que ce sont vraiment des références un peu majeures dans l'histoire de la lecture littéraire. Et ce qui m'intéresse, c'est évidemment qu'il y a là une réflexion assez récente, nouvelle malgré tout, sur le lien entre texte littéraire et lecture littéraire, même si l'expression n'est pas utilisée à ce moment-là par ces auteurs, en tout cas entre littérarité et lecture. Et ces auteurs-là, parmi d'autres, revivifient, ou plus exactement réexploitent des théories qui se sont développées dans les années 70, que l'on a parfois qualifiées de théorie de la réception ou de l'effet, enfin parce que parfois on fait des distinctions, peu importe, en tout cas c'est théorie de la lecture. Et je vais citer trois auteurs que vous connaissez, Jauss bien sûr pour une esthétique de la réception, qui en fait 78 c'est un ouvrage dans la traduction française, mais qui est en fait une collection d'articles publiés entre 72 et 75, c'est au début des années 70. Bon, je passe sur cet auteur, Wolfgang Iser, avec l'acte de lecture, qui s'intéresse là au lecteur individuel, contrairement à Jauss, qui lui, évidemment, s'intéressait à un horizon d'attente, constitué par les lecteurs et pas par le lecteur individuel. Iser insiste plus sur le lecteur, et Michel Charles, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a écrit un ouvrage intitulé Rhétorique de la lecture, où il décrit précisément, comme le fera Eco sur d'autres bases encore, comment le texte construit sa propre lecture. Voilà. Alors, la lecture littéraire est évidemment celle qui fait appel à la compétence littéraire. Et donc, il y a quelque chose comme, un cercle vicieux, quoi. C'est-à-dire que et littéraire, ce qui se fonde sur une compétence littéraire, la lecture littéraire, évidemment, ne fait que réactiver la notion de littérarité, c'est ce que je voulais essayer de montrer, et Yves Rother l'avait bien dit en 95, mais en inversant les choses, c'est-à-dire, pour lui, la littérarité, c'est précisément la conséquence d'une projection dans le texte des principes de fonctionnement d'un type de lecture. Une certaine manière de lire, dite littéraire lettrée,
finalement investi un certain type de texte dont on considérera qu'ils ont des caractéristiques dites littéraires. Et c'est comme ça que Thomas Aron avait renversé les choses justement dans un ouvrage qui a été réédité récemment, maintenant il y a un bout de temps, mais c'est un ouvrage de 84 qui a été réédité par Jean-Louis Dufay en 2005, je crois. Thomas Aron, dans un essai de mise au point intitulé Littérature et littérarité, avait justement proposé de substituer à la question qu'est-ce qu'un texte littéraire, celle-ci, comment lisons-nous un texte quand nous le lisons comme littéraire. Et bien évidemment, chez Aron comme chez d'autres, on retrouve deux régimes de lecture, l'un qui est rapide, superficiel, cursif, et l'autre qui consiste à lire un texte comme littéraire, c'est-à-dire à s'attendre que tout élément y fasse signe, je cite. Voilà. Alors cette dichotomie-là, entre deux types de lecture, on la retrouve chez toute une série d'auteurs, et je ne vais pas insister là-dessus, je signale simplement, j'y reviendrai tout à l'heure dans un tableau que je vais proposer, mais je signale que c'est sur ces bases-là que s'est constituée la littérature littéraire d'un point de vue didactique. Et je renvoie au travail le plus récent, à mon sens le plus intéressant, produit récemment sur la lecture littéraire, travail théorique, j'entends, sur la lecture littéraire, celui de Brigitte Louichon, qui a fait justement dans l'ouvrage dont parlait Jean-Claude, hein, le concept et méthodes en didactique du français, a écrit un chapitre sur la lecture littéraire, en se posant la question de savoir si c'était un concept didactique, et elle fait un peu elle reprend un peu cette historique en s'interrogeant justement, j'y reviendrai tout à l'heure, sur l'évolution un petit peu de la fortune, disons, de cette notion ou ce concept. Dans les années 90, elle le rappelle bien, au milieu des années 90, il y a eu deux ouvrages majeurs, issus l'un d'actes de colloques qui ont eu lieu à... Il a eu où? À Louvain, merci. tout bêtement à Louvain. Et puis en même temps, donc Dufay, Gemène et Ledur, qui avaient dirigé le colloque à Louvain, qui ont publié l'année suivante les actes, ont sorti cet ouvrage un peu majeur pour une lecture littéraire qui a été réédité en 2005. Et Annie Roxel, la même année, donc bon, il y a quelque chose d'un peu fondateur à ce moment-là, enseigner la lecture littéraire. Alors ce que j'ai voulu faire, donc, pour résumer un petit peu tout ce que j'ai dit, et ce que je viens de dire, je le tire d'un article que j'ai écrit en 99, ce tableau notamment, mais j'ai refait parce que j'étais sur d'autres logiques, mais j'avais essayé déjà de faire ce tableau-là pour montrer un peu comment ça fonctionnait. Et voilà, vous le retrouverez, c'est un article de recherche de 1999, dont je suis très fier, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Je crois que c'est le seul article qui tienne un peu la route dans l'histoire de ma vie intellectuelle, et je dois dire que quand même, j'en suis pas peu fier, mais j'y reviendrai. Il est en ligne, donc je ne vais même pas vous le vendre. Mais j'y reviendrai, mais je le cite là parce que effectivement, 99, tout est dit. Et quand je relis Louichon, par exemple, et quand je lis le dossier, je me rends compte qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avancées théoriques sur ce plan-là. Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées théoriques depuis la fin des années 90. C'est aussi pour dire ça que je pointe l'origine de ce tableau. Et alors voilà, je me suis amusé à faire ce tableau que j'ai simplifié ici parce que dans le tableau original, je parlais des textes, mais je parlais aussi du métatexte et de la lecture. Donc il y avait trois colonnes, il y en avait trois lignes, là il n'y en a qu'une. Et vous voyez bien cette dichotomie. Alors bon, on reprend ce qu'on a vu, lecture heuristique, lecture herméneutique, compétences linguistiques, compétences littéraires, chez Rifater, on l'a vu, interprétation sémantique ou sémiosique, lecture naïve, interprétation critique ou sémiotique, lecture critique, perception stratégique, chez Eco, bon, Aron, on l'a vu, Margescu, qui est un des référents importants de la lecture littéraire, lecture référentielle, lecture littéraire, réception quasi-pragmatique, réception réflexive chez Stierle, pardon. Lecture avortée, il y a parfois des images, mais bon, c'est Ricardo, quoi. Lecture avortée, lecture épanouie.
Bon, identification, distanciation, ça, alors évidemment, c'est quelque chose qui marche bien, lecture naïve, avertie, etc. Ce qui m'intéresse dans ce tableau, c'est la tromperie qu'il représente, parce que ça n'a évidemment... Pardon ? Oui, ça n'a aucun sens. Imaginez-vous, en CP, s'il y a bien un objectif au CP, c'est d'amener le gamin à passer d'une passivité à une activité. Puis il n'y a pas beaucoup de mal en CP, parce que c'est compliqué quand même de découvrir les lettres et de faire du sens avec ces machins-là. Passivité-activité de Picard, je veux bien. Mais quand Picard parle de l'activité, Michel Picard, on y reviendra, mais vous connaissez la lecture comme jeu, qui est un des éléments fondateurs de la lecture littéraire. Mais quand Michel Picard parle de l'activité du lecteur, il ne parle pas du gamin de CP. Bien sûr que non. Et comment nier l'activité du gamin qui découvre la lecture, qui découvre même, enfin je veux dire, la possibilité de faire du sens. Enfin je dis CP, c'est même avant, hein, de faire du sens avec des éléments comme ça, noir sur du blanc. Construire le sens, retrouver le sens. Enfin écoutez, excusez-moi, mais quel professeur de 6e ne vise pas à amener les élèves à construire le sens? Oui, mais sauf que un professeur de première dira de son élève qu'en fait il est plutôt dans une logique de compréhension, pas d'interprétation, il ne construit pas le sens. Qui peut nier que dans l'acte de lecture, il y ait nécessairement une distanciation? C'est à désespérer de la littérature même. C'est à désespérer même de la lettre, je dirais. C'est à désespérer de l'écrit. Bien évidemment que l'écrit produit la distance par nature. Lire est évidemment une activité de distanciation par nature. Donc évidemment, lorsqu'on parle de distanciation chez D'Alembert ou chez Dufay, on ne parle pas de ça. On parle d'une plus grande distanciation. Bien évidemment que la distanciation que doit prendre n'importe quel lecteur dans le fait simplement de faire du sens avec ce qui ne lui était pas quand même complètement familier avant d'ouvrir un livre. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Excusez-moi, mais si on ne prend pas de distance avec ce qui est dedans, on ne lit pas, on fait autre chose. Mais il faut une distance, et une distanciation critique même, pour faire du sens avec ce qui n'est pas prévu, puisqu'on ne sait pas ce qui est dans le livre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bête, en même temps c'est complètement banal ce que je dis. C'est complètement banal, je veux dire que l'acte de lecture le plus simple est nécessairement un acte de distanciation. Et donc, créons une échelle, mais on sera toujours le naïf d'un autre. La lecture avertie ou la lecture critique d'un élève de 6e sera la lecture naïve d'un élève de seconde. La lecture critique d'un élève de seconde sera naïve en fac de lettres. Et la lecture critique d'un première année de licence en lettres sera évidemment naïve pour un jury d'agrég. Donc, c'est ce que j'ai appelé un jour, mais en utilisant Barthes, justement, ce que j'ai appelé justement la batmologie, enfin, la didactique batmologique. La batmologie pour Barthes, c'était la science des degrés. En fait, on est toujours le naïf d'un autre. Alors, par exemple, on aime, je sais pas moi, on aime Danse avec les stars. C'est pas nécessairement très bien vu, donc il vaut mieux dire être un peu critique par rapport à. Bon, donc évidemment, Danse avec les stars, ça vaut rien. Premier degré. Deuxième degré, c'est ça vaut rien. Jusqu'au moment où évidemment il sera très chic de dire ah, Danse avec les stars, c'est le must. Donc on va regarder Danse avec les stars, comme on regarde le patinage artistique, parce que c'est évidemment la manifestation culturelle de premier plan. Bon. Et donc on a dépassé le second degré,
Jusqu'au moment où on se lasse un peu de ces comportements snobs, et donc on ne va pas aimer ça, etc. Et c'est ce jeu de la pathologie, on est toujours plus distancié, et on est toujours le naïf d'un autre. Bon. Et c'est ce qui me fait, personnellement, être un peu critique avec la lecture littéraire. C'est la raison pour laquelle je l'ai mise en débat. Et je vais essayer de renouveler ce débat avec vous, en étant un petit peu franc sur ma conception des choses, et puis avec vraiment la volonté de discuter avec vous si vous le souhaitez. Et je vais revenir justement sur un auteur dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est Michel Picard, et sur lequel j'ai écrit justement cet article dont je parlais tout à l'heure, de 1999, qui s'intitule « La lecture littéraire et les risques d'une mystification ». Bon, je ne cachais pas trop mon point de vue. Et j'ai repris cet article, enfin, sous une autre forme, dans l'ouvrage qu'a montré Jean-Claude Meyer tout à l'heure, Éloge de la paraphrase. Et il se trouve que Michel Picard, j'y reviens, parce qu'il fait partie des références incontournables des didacticiens, depuis le début, enfin des didacticiens qui s'intéressent à l'enseignement de la littérature et à la lecture littéraire. Et d'ailleurs, Michel Picard est souvent cité là-dedans. Ce que je ne conteste pas, j'y reviendrai, Michel Picard fait des propositions qui sont tout à fait intéressantes sur le plan théorique et qui sont didactiquement prometteuses. Donc je ne conteste évidemment pas le travail de Michel Picard et l'utilisation qui peut en être faite. En revanche, Brigitte Cuchon, justement, j'en ai déjà parlé dans son article de synthèse récent, montre que c'est effectivement un des auteurs les plus souvent cités. Ce que je conteste, c'est pas donc le livre très intéressant, La lecture comme jeu, puis tous les ouvrages de Picard et ses articles qui ont été importants dans la lecture littéraire. Ce qui me pose problème, c'est ce qui motivait mon article, c'est trois choses en fait. Je voulais montrer que dans un ouvrage comme celui de Picard, et j'essaierai de le montrer avec quelques exemples de lui et d'autres, se déploie sans aucune vergogne une conception élitaire, élitiste de la lecture littéraire qui n'a malheureusement, ce que j'ai essayé de montrer, aucun autre fondement qu'idéologique. Deuxième chose que je voulais montrer, c'est que l'intérêt des didacticiens pour ce modèle théorique de la lecture est très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez tous Picard, mais c'est l'histoire du lu, du lectant et du... Je sais pas, finalement, tout le monde connaît peut-être pas Picard, parce que c'est une référence majeure. Et Picard a essayé de modéliser la lecture. Alors, pour aller vite, en montrant que la lecture, justement, pouvait être considéré comme un jeu, c'est le titre de son ouvrage, mais que le jeu était une des modalités justement de lecture qui était celle que la littérature notamment pouvait promouvoir. Et ce qui est très intéressant chez Picard, c'est qu'il construit un modèle de la lecture, ou plus exactement du lecteur, en montrant que dans chaque lecteur, il y a finalement trois instances. Je les ai oubliées. Il y a le lu, c'est le liseur, alors c'est celui-là qui me... Voilà. Alors, il y a le lu, alors le lu est l'instance... Vous me reprenez hein, si je me trompe, si je vais un peu vite. Le lu, c'est l'instance fantasmatique du lecteur. En gros, celui qui... c'est l'instance finalement de chaque individu lecteur qui... par exemple, peut s'identifier, même inconsciemment d'ailleurs, derrière des pulsions qui fonctionnent bien, des Picards, qui se fondent pas mal sur la psychanalyse pour décrire ce lu. Voilà, le lu, c'est cette instance du lecteur qui, finalement, va prendre dans la lecture ce qui peut nourrir ses pulsions, ses fantasmes, ses désirs, plus ou moins inconscients. Ça va ? Le liseur, c'est l'instance matérielle du lecteur, c'est celui qui sent la page, par exemple, celui qui ouvre l'ouvrage, voilà, cette dimension de la lecture pratique, bon, qui fait que, par exemple, on peut aimer tel ou tel type d'ouvrage. Et le lectant, c'est cette instance, alors,
plus intellectuelle, on va dire, qui est précisément celle qui permet le jeu avec la lecture, cette instance du lecteur qui conçoit la manière dont c'est écrit, qui du coup peut avoir un rapport esthétique au texte notamment, mais aussi un rapport ludique et un rapport critique, un rapport distancié. Ça va Bon, merci. Voilà, alors ces trois instances-là, je trouve ça passionnant. La grosse erreur de Picard, mais c'est la grosse erreur, c'est-à-dire c'est une grossière erreur théorique, c'est que partant de cette description des instances du lecteur, passionnante, et qui peut effectivement être tout à fait didactisable, il a construit des catégories de lecteurs. Il y a une espèce de basculement théorique dans son écrit dont il ne se rend pas compte. Donc à certains moments, par exemple, il parle d'une employée des PTT. Une employée des PTT, d'après vous, c'est quoi? Eh oui. Et voilà, et c'est hallucinant. Et quand il parle des professeurs d'université, c'est évidemment délectant. Voilà. Mais c'est étonnant. Alors, il est dans... Parce que ce bouquin est sacrément instruit, enfin, je veux dire, c'est un livre passionnant, mais avec ce type de basculement. Voilà. Alors, ce que je voulais montrer, c'était ça. C'est que, dans un ouvrage théorique pourtant hyper informé, on peut délirer. Et précisément pour des options que je considère comme idéologiques. Les didacticiens, c'était la deuxième chose que je voulais montrer, ont eu un intérêt assez légitime pour ce modèle théorique, mais précisément, ce que je trouvais extraordinaire, c'est qu'aucun didacticien n'a vu ça. N'a dénoncé ce glissement. Et j'appelle ça, en empruntant à Althusser son mot, mais j'appelle ça une bévue. Mais c'est intéressant la bévue, parce que ça dit quelque chose, effectivement, de ce qui est, et qu'on ne veut pas voir. Et qui est notamment justement cette conception élitiste de la littérature. Et puis enfin, j'essayais de montrer que justement le discours sur la lecture littéraire issu de Picard ne faisait à certains égards que recycler à nouveau frais une vulgate très ancienne qui opposait la langue de communication et la langue littéraire, on l'a vu tout à l'heure. Et j'emprunte là, je fais référence à l'objet imaginaire, hein, la langue littéraire dont parlent Gilles Philippe et Julien Piat dans leur ouvrage La langue littéraire. Voilà. Alors j'ai essayé de mettre en cause justement une sorte de vulgate qui était en train de naître sur la lecture littéraire, et je montrais notamment que des auteurs comme Dufay, Gemène et Ledur, qui pour moi ont fait un travail considérable, extrêmement utile sur la lecture littéraire, n'ont pas vu, malgré pourtant leur volonté de ne pas entrer dans une logique de distinction, n'ont pas vu que les théories sur lesquelles ils se fondaient, pas seulement celles de Picard, étaient précisément des théories de la distinction. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que dans leur réédition de l'ouvrage en 2005, ils me citent du coup sur le mode concessif, parce qu'il est mais il me cite pour effectivement un peu s'excuser de cette bévue. Bon. Alors, j'ai essayé, là je vous renvoie à mes travaux, je vais aller vite parce que je voudrais juste revenir sur quelques exemples, mais je m'appuyais sur évidemment la sociologie critique, particulièrement celle de Bourdieu, mais également ce Michel de Certeau qui m'avait permis de penser la manière dont la disqualification des formes de lecture ordinaires était tout simplement liée à une certaine posture sociale, tout bêtement, et que ça méritait d'être interrogé. Alors, je me suis appuyé sur un certain nombre de citations. Là, je vais en donner qu'une, mais j'en ai des dizaines et des dizaines, des citations de Picard, et notamment cette phrase sublime, enfin, ce paragraphe que je trouve sublime et qui, pour moi, dit beaucoup de choses. Il faut le dire brutalement, dit Picard, au risque d'effaroucher ou de blesser les belles âmes de tous bords dans leurs rêves ingénument démagogiques d'apporter la culture au peuple. Instinctivement réceptif. L'effet littérature n'est concevable que pour le joueur expérimenté, l'amateur averti. On doit déplorer le caractère élitiste et sélectif de la chose, non le nier sottement. Ça ne s'invente pas. J'aurais pas pu l'inventer. Voilà, c'est une vraie citation. C'est une vraie citation, mais regardez. Donc le peuple, instinctivement, le peuple fait dans l'instinct. Le peuple est instinctivement réceptif. Et vous voyez cette histoire de réception et d'activité voilà, que je pointais tout à l'heure. Peuple est réceptif. Regardez en 2000 comment des
des Gilles Philippe, des compagnons, des gens quand même qui ont des chaires dans les plus belles universités de notre pays. En 2000, au moment où Alain Viala émasculait la France en émasculant sa littérature, ça a été dit, je n'invente pas non plus, il y a eu un pamphlet écrit par des universitaires de haut rang, hein, Jarty, ceux que je viens de nommer, là, puis quelques autres. C'est la littérature qu'on assassine rue de Grenelle. Et ça dit ça: n'allégons pas Péguy, dont la mère rempaillait des chaises, qui entra rue d'Ulm avant de devenir écrivain et qui, sans la formation de cette école-là, ne fut pas, songeons-y un instant, devenu écrivain. Ni Camus, aussi pauvre et aussi démuni, et qui doit se retourner dans sa tombe, ni tant d'autres encore. Mais enfin, c'est de cela qu'il s'agit. Les petits Péguy d'aujourd'hui sont bien souvent des bœufs. Quelle plus grande preuve d'estime, d'intérêt et de respect pourrions-nous leur manifester que de leur donner la chance de la culture? C'est des universitaires de haut rang, qui sont gentils en plus, ils aiment les beurs, on ne peut pas en vouloir. Mais c'est étonnant, je veux dire, de pouvoir dire que moi, universitaire français, je vais apporter la culture au beurre. Il faut juste avoir une inconscience éthique, sous la bonne volonté, justement. Les beurs, oui, sauf que les beurs, précisément, il ne manque pas de culture. Et puis quand on regarde en plus les universités françaises, comment elles sont composées actuellement, peut-être pas à Paris-Sorbonne, mais ailleurs, il y a beaucoup de beurre. Mais c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Sociologiquement, ça n'a aucun sens. Historiquement, enfin, je veux dire, bon, là, il faut poursuivre, parce que donc ce sont des beurs. Quelle plus grande preuve d'estime, d'intérêt et de respect pourrions-nous leur manifester que de leur donner la chance de la culture, au lieu de leur claquer la porte au nez en décrétant pas de littérature pour vous? Quelle meilleure chance d'intégration donnée aux jeunes immigrés que de leur apprendre le latin et le grec? C'est l'urgence. Parce que l'arabe, c'est quand même un truc, une drôle de langue. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, et ça, ce type de discours-là, écrit dans Le Monde, alors bon, évidemment, le latin et le grec, pour qu'ils ouvrent les yeux sur l'unité de cette culture méditerranéenne qui est à la fois la leur et la nôtre. Non, je veux dire, par exemple, citer Averroès n'aurait pas été complètement absurde, parce que si on connaît les Grecs, c'est quand même grâce aux Arabes. Donc si effectivement il y avait eu une once de pensée là-dedans, on aurait pu faire un truc sur justement la constitution d'une culture méditerranéenne, où effectivement on reprenait l'histoire et on n'oubliait pas qu'entre les Grecs et la Sorbonne, il y a eu les Arabes. Et qu'il y a eu effectivement la philosophie arabe. Enfin, bon, ce que je veux dire par là, c'est ce discours-là, condescendant, compassionnel, qui précisément apporte la culture aux autres, qui sont les pauvres, hein, comme vous voyez, enfin, les pauvres et les beurs. Bon. Et c'est une perception qui précisément institue la hiérarchie culturelle. Elle ne la détruit pas. Et elle ne cherche même pas à la combattre, elle la construit. Et c'est ça que j'essayais de dire en critiquant justement ce discours. Quand par exemple Picard dit que la lecture littéraire est si importante pour l'être humain, ça a l'air de rien, on ne peut qu'être d'accord avec ça. La lecture littéraire est importante pour l'être humain. Mais alors, si on ne lit pas littérairement, on est moins humain. Quand il dit on sublime ou on refoule dans la lecture, hein, c'est le jeu, l'art, le lecton, hein, c'est le jeu ou la névrose. Bon, donc ça veut dire que quand on ne lit pas comme un lettré, on lit pathologiquement. Moi, par ailleurs, comme je lis aussi un peu, il y a tout simplement un raisonnement derrière. Hein. Lorsqu'il parle de la lecture littéraire qui, par sa fonction modélisante, produit un nouveau citoyen. Alors, si on n'est pas dans la lecture littéraire, on est un peu moins citoyen que l'autre. Mais vous savez, c'est Alain Bentolila qui parlait des illettrés comme des bonobos. Hein, et je vous renvoie à Lahire, hein, qui a parfaitement construit, enfin déconstruit le discours de Bentolila là-dessus. Et ce que j'ai essayé de montrer dans quelques autres écrits, après, c'est que justement, en fait,
il y a des discours comme ça sur la lecture qui ont cette propension à la construction justement des hiérarchies, et notamment avec cette idée que par exemple il y a des lecteurs qui ne savent pas lire. Et c'est extraordinaire. Le lecteur qui ne sait pas lire, ça c'est une figure qui m'intéresse beaucoup. Parce que pour arriver à cette alliance de mots, évidemment, il faut construire deux sens au mot lire. Il y a lire et lire. Hein. Alors on trouve ça chez Guénaud, on trouve ça chez Lançon, avec, il faut bien le dire, des intentions et des logiques théoriques qui, pour moi, ne sont pas contestables, hein, contrairement aux extraits précédents. Mais il y a juste l'idée dans ces constructions-là, toujours dans ces dichotomies et dans ces hiérarchies, l'idée qu'il y a une vraie lecture, une lecture qui rend plus libre, qui rend plus humain, qui rend plus citoyen, ce qui veut dire qu'effectivement, il y a des personnes qui sont moins libres, oui, j'ai oublié Thibaudet, des personnes qui sont moins libres, moins dignes et moins humaines que d'autres. Je vous cite un petit texte que j'aime bien, un extrait d'un ouvrage d'Hubert Vincent. Hubert Vincent, c'est un philosophe de l'éducation qui a beaucoup travaillé sur Marcel Gauchet, qui fait partie des gens dont je reparlerai tout à l'heure, qui construisent un peu aussi ces hiérarchies-là. Et il disait ça de Gauchet: la loi, c'est la culture qui doit faire loi, c'est elle qui détermine l'échelle des dignités. Cela signifie que hors d'elle, il n'y a que de l'indignité, seuls les lettrés sont dignes. Et Hubert Vincent faisait référence à cet endroit-là également à Lahire que je citais tout à l'heure. Alors, voilà, ces discours sont légion, un participe de ce que j'ai appelé la jouissance discursive, hein, qui réitère à l'envi justement le mépris de l'élève, bon, de l'idiot de Maschino au crétin de Brigelli, vous connaissez bien ça. Et Jacques Rancière a montré en fait comment la version actuelle de ce discours de dénigrement se nourrit de la thématique de l'individualisme démocratique. C'est là qu'il fait référence à Gauchet, source d'un égalitarisme. Et Jacques Rancière est un auteur que j'aime bien parce que je pense que c'est un des philosophes actuellement, je crois, qui permet le mieux de déconstruire ces discours inégalitaires. Et voilà ce qu'il dit de ce discours-là. L'ennemi que l'école républicaine affrontait n'était plus alors la société inégale. Il parle au passé, mais c'est une figure de style. Il parle des discours actuels. L'ennemi que l'école républicaine affrontait n'était plus alors la société inégale à laquelle elle devait arracher l'élève, c'était l'élève lui-même qui devenait le représentant par excellence de l'homme démocratique, l'être immature, le jeune consommateur ivre d'égalité dont les droits de l'homme étaient la charte. L'école, dirait-on bientôt, souffrait d'un mal et d'un seul, l'égalité, incarnée dans celui-là même qu'elle avait à enseigner. Voilà. Ce que rappelle Rancière, c'est que justement il y a quelque part une haine de la démocratie dans tous ces discours, justement sur les hiérarchies culturelles. Et je me suis, depuis quelques années, essayé de construire l'imbécile comme figure didactique. Et il y a un livre qui va sortir là tout bientôt, là, qui est en sous-presse. Enfin, qui est plus que sous presse, là, je crois quand même qu'il est déjà dans les cartons. Et j'ai écrit dans ce livre un chapitre qui s'appelle de l'imbécile en didactique du français, pour montrer que précisément l'imbécile tel qu'il est construit est précisément celui qui peut nous aider à mieux penser l'acte d'enseignement et d'apprentissage. Voilà, alors, il me reste 5 minutes, et c'est un peu bête, parce que j'ai mal calculé mon temps, mais ça c'est la faute de Bossuet. C'est la faute de Bossuet. Je voudrais terminer, je vais faire vite alors sur cette... Ah oui, si, quand même, voilà, si, quand même. Je veux citer ce passage des programmes du collège. Regardez, la lecture analytique, qui est citée dans le dossier, permet de s'appuyer sur une approche intuitive, sur les réactions spontanées de la classe. Très bien. Pour aller vers une interprétation raisonnée. Très bien, on est d'accord. Vous le citez dans le dossier, vous le mettez en italique parce que c'est important et c'est intéressant. On voit bien. Le passage de... oui, mais regardez, une dichotomie. Ça veut dire qu'une intuition ou une réaction spontanée n'est pas raisonnée. C'est rigolo comme truc, parce qu'il y a quelque chose qui construit... Évidemment qu'une interprétation spontanée est qu'une réaction spontanée est une interprétation, qu'une approche intuitive est raisonnée. Et vous voyez, ce qui m'amuse, c'est... Bon, à la fois on est d'accord, on voit bien ce que ça veut dire, et ça construit effectivement des modalités de travail, mais en même temps, on dit des choses
qui du coup, d'une certaine manière, disqualifie un certain type de rapport au texte. Et c'est ce type de petites choses que j'essaye de débusquer, non pas pas avec le plaisir, parfois ça crée du plaisir, mais c'est pas le plaisir de titiller, c'est pas le côté justement indicatif, c'est pas ça, c'est parce que je pense que dans notre manière de penser tous, et moi le premier, il y a cette construction spontanée d'une hiérarchie qui, sous couvert justement de développement de l'élève nécessaire, dévalorise le point de départ. Et dévalorise du coup un certain type de rapport au texte. Et ce travail, et l'inquiétude que j'ai toujours eue à l'égard de la lecture littéraire, elle est là. Elle est dans le fait que, certes, il faut aider l'élève à lire de plus en plus savamment, on est d'accord là-dessus. Mais que faire ça est en général fondé sur une disqualification. Et c'est tout mon travail sur la paraphrase qui montrait que précisément il fallait disqualifier la paraphrase pour asseoir un type de commentaire légitime. Sauf que, et c'est ma thèse, chaque fois qu'on dévalorise la paraphrase, on dévalorise autre chose que ce que dévalorisaient les générations précédentes. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de dévaloriser quelque chose. C'est ça la structure, finalement, de la hiérarchisation des rapports au texte. Bon. Alors, je vais passer sur toute la troisième partie. C'est dommage parce que c'était bien, mais non, je vais passer parce que ça va aller un peu vite. C'est simplement, voilà, la lecture littéraire a donné l'idée. Je vous donnerai le PowerPoint et puis le texte, enfin, parce que j'écris moi, donc même quand j'écris. Même quand je parle. Donc tout est écrit et je pourrais vous le donner, c'est pas très grave, je préfère qu'on garde le temps de débat. Je voulais juste dire 2-3 trucs, mais très vite du coup, c'est que ce qui est intéressant évidemment sur le plan didactique, avec la notion de lecture littéraire, c'est que ça institue incontestablement le lecteur comme le centre de la réflexion, ce qui est quand même pas rien dans l'histoire de la didactique, c'est quand même pas rien. Bon. Ce faisant, on s'est intéressé à ce que l'on a appelé le sujet lecteur. Bon, alors là, je me suis énervé à plusieurs reprises avec des collègues qui parlaient du sujet lecteur comme une espèce enfin, c'est un slogan. Au bout d'un moment, c'était devenu un slogan, ça m'avait énervé. Mais l'idée de sujet lecteur, c'était intéressant simplement par la centration sur autre chose que le texte. Très bien. Oui, mais ma grande question est la suivante. C'était pour dire que la lecture littéraire, c'est bien quand même. Et ma grande question est la suivante. À quoi le sujet lecteur est-il assujetti? Et quand on parle de sujet, ça m'intéresse, moi, la notion de sujet. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir justement quel est le système qui assujettit, au sens neutre du terme. On est le sujet de quoi? Et moi, je prétends que lorsqu'on est à l'école, et lorsqu'on doit enseigner quelque chose, lorsqu'on doit apprendre quelque chose, eh bien, on est un sujet didactique. Et on est un sujet didactique assujetti, pour le coup, à un espace bien spécifique qui est celui de la classe. Et le sujet lecteur, une espèce de sujet fantasmé de celui qui, finalement, exprimerait quelque chose. Non, c'est le sujet lecteur dans une situation didactique. Autrement dit, c'est le sujet didactique. Cette question du sujet didactique, je me permets de renvoyer un travail un numéro de revue que j'ai co-dirigé avec Cédric Fukiger, qui s'appelle Enfants et élèves apprenants, qui est le numéro 11 de la revue Recherche en didactique, et qui essaye justement d'interroger la notion de sujet telle qu'elle est construite par les didactiques. Je vais un peu vite, mais c'est simplement pour dire que ce qui me semble intéressant, c'est d'essayer de penser le sujet didactique dans la complexité de l'acte d'enseignement et d'apprentissage, avec, pour le coup, un effet en retour, c'était ça un peu le sens de ma troisième partie, qui est de ne pas essentialiser la littérature. On est en classe de français. Et moi, là, entre ces deux ouvrages, je ne vois pas de différence.
il y a effectivement à penser le français dans sa complexité et le jeu qu'il y a entre le langage et le texte littéraire. Par exemple, parler de sujet lecteur, en insistant par exemple sur la complexité du sujet lecteur, de l'importance de ses affects, de la prise en compte de la personne, très bien. Mais oui, mais pourquoi pas le sujet langagier? Parce que le rapport à la langue, c'est pas mal non plus. À y bien réfléchir, pas besoin de la littérature pour réfléchir justement à cette collusion entre la distance et la participation, la collusion entre l'affect et l'intellect. La langue, c'est pas mal aussi. Et le français, la classe de français, peut être ce lieu justement où l'on essaye de penser la langue et la littérature dans leur complexité. Je terminerai sur cette citation d'Elisabeth Nonon. Elisabeth Nonon écrit: dans le domaine de l'apprentissage de la littérature, la didactique du français se confronte à un objet complexe, aux multiples niveaux d'appréhension, investi par les valeurs, et qui ne peut être appréhendé simplement de façon formelle, puisqu'il met en jeu les significations et leurs dimensions personnelles et sociales. C'est assez joliment écrit, mais Elisabeth Nonon écrit très bien. Il est plus difficilement didactisable que d'autres domaines, l'erreur orthographique est de moi, et ne relève pas d'une transposition didactique simple. Il touche à des pratiques plus qu'à des savoirs, ou du moins le rapport entre savoir et pratique qui témoigne de leur approbation est toujours à interroger. Il renvoie à une compétence extrascolaire des élèves, enfants, élèves, apprenants, tant dans le répertoire difficilement mesurable dont ils disposent que dans les catégories spontanées qu'ils mobilisent, alors qu'en même temps les travaux théoriques qui s'y consacrent sont difficiles, peu consensuels et mettent toujours en jeu des conceptions philosophiques, épistémologiques, explicites ou non. C'est pas mal. Sauf que Elisabeth Nonon parle du lexique et pas de la littérature. Et tout ce travail, cette phrase remarquable, enfin ce paragraphe remarquable sur les valeurs, les affects, les machins, le rapport personnel, le répertoire, etc. J'ai mis la littérature pour tricher, elle parle du lexique, on peut dire la même chose. Et je pense que précisément, en retour, si la lecture littéraire a un intérêt pour un professeur de français, à mon avis, il réside cet intérêt dans le fait que ça permet de penser autrement la langue et le rapport à la langue. Voilà, je m'arrêterai là en priant de m'excuser d'avoir été un peu rapide sur la fin.